Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous vous proposons d'écouter dans un instant l'écrivaine et poétesse Beata Umubyei Mérès, née à Butare, au Rwanda, survivante du génocide des Tutsis en 1994. Elle était samedi 2 mars 2024 à la librairie Ombre Blanche à Toulouse à l'occasion de la parution de son récit Le Convoi aux éditions Flammarion en dialogue avec Brice Tordesillas. Au nom de la librairie Ombre Blanche et en mon nom propre, je suis ravi de vous accueillir et ravi d'accueillir Beata Umubyei Mérès pour évoquer son tout dernier ouvrage. En plus je dis tout dernier ouvrage, j'en ai un dans le sac dont nous allons parler plus brièvement, et il s'agit d'un recueil de poèmes. Mais en tout cas, nous sommes réunis pour parler de ce récit qui s'intitule Le Convoi. Avant d'aborder le sujet, juste quelques repères biographiques. Beata est née à Butare, au Rwanda, survivante du génocide des Tutsis en 1994. Elle est arrivée en France en juillet de cette même année. Après le lycée, elle a fait des études littéraires, Hippocagne-Cagne, obtenu un diplôme de l'Institut études politiques de Lille, un DESS en coopération internationale et développement à l'université Panthéon-Sorbonne. Elle a travaillé pour des ONG internationales avant de s'installer en 2007 à Bordeaux, où elle réside toujours et où elle coordonne des projets de prévention en santé. C'est toujours le cas, Beata. Et vous y avez fondé et co-animé un cercle de lecture afro-caribéenne. Je vous offre un micro. Merci. Alors, côté littérature, 2015, premier recueil de nouvelles, Ejo, qui signifie à la fois hier et demain, qui raconte l'avant et l'après-génocide des Tutsis au Rwanda à travers des voix de femmes et qui a obtenu le prix François Augérias en 2016. Un deuxième recueil de nouvelles, Lézard, en 2017. Troisième livre publié, il s'agit d'un premier recueil de poèmes, un recueil de 45 poèmes en prose intitulé Après le progrès. Premier roman, Tous tes enfants dispersés, rentrée littéraire 2019, qui a obtenu entre autres prix, le prix des 5 continents de la francophonie 2020. Second roman, Consolé, qui a obtenu lui le prix Kuruma, décerné au Salon du Livre de Genève, et qui a été finaliste du prix du roman Métis des lecteurs. Et j'évoquais, peut-être qu'il temps d'en parler maintenant, le dernier recueil de poèmes qui vient tout juste de sortir. Vous pouvez nous donner son titre et nous expliquer ce dont il s'agit en quelques mots ? Bonjour à toutes et à tous et merci d'avoir pris un peu de votre temps du samedi pour venir à Ombre Blanche, et merci à Ombre Blanche pour l'invitation. Le recueil de poèmes en prose s'intitule « Culbuter le malheur ». Alors, je vous raconte pourquoi ce titre. Ça vient d'un poète haïtien. D'ailleurs, il l'a écrit en créole et donc, moi, j'y ai eu accès par la traduction. Un poète qui s'appelait Georges Castera. Et il disait « Tu me demandes, mon amour, ce qu'est la poésie. Ce sont des paroles semées pour culbuter le malheur. » Voilà. Et je trouvais que cette idée d'aller chercher dans la poésie de quoi culbuter le malheur, de quoi chavirer le malheur, d'ailleurs, comme ils disent en créole, ça faisait sens pour moi. C'est-à-dire à la fois une prise de conscience que la littérature ne peut pas grand-chose, mais que pourtant, elle nous permet de continuer à dire les mots tant qu'il y en a. C'est déjà énorme. Elle ne peut pas grand-chose, oui. Je ne suis pas sûr de ça. Et je ne suis pas sûr que vous le croyez vraiment. Elle peut beaucoup, non, la littérature ? Peut-être à l'échelle individuelle, mais j'aime bien citer, j'ai vu que vous allez recevoir bientôt Lydie Salvert. J'avais entendu il y a quelques années à la radio qui lisait un texte très beau qu'elle avait écrit où elle disait que peut la littérature face à un enfant qui meurt, que peut la littérature face à la souffrance, à la désolation, et bien pas grand-chose. Et pourtant, nous avons tous et toutes besoin de quelque chose qui nous élève, d'un élan vital comme ça, et parfois c'est justement dans les mots qu'on peut le trouver. Et ce que peut la littérature aussi, c'est mon expérience et j'en parle dans ce livre, c'est témoigner, mais c'est aussi, avant de témoigner, moi il a fallu que je puisse mettre les mots sur mon expérience et me sentir moins seule dans une expérience qui isole énormément. Là. L'expérience de survivance, c'est... quand on revient à la vie, quand on revient au monde, c'est celui d'un très grand isolement. Et quand on trouve
Et là aussi, c'est un poète américain, Doherty, qui disait « Pourquoi se préoccuper à écrire ? Parce que, quelque part dans le monde, là, il y a quelqu'un dont la blessure a la forme exacte de vos mots. » Et c'est vraiment cette idée que, dans cette solitude, trouver un livre, trouver des mots d'un autre qui décrivent votre expérience, qui vous font vous sentir moins seul, eh bien ça, c'est déjà beaucoup. Mais face à des gens qui meurent, face à la désolation, la littérature n'a jamais arrêté aucune guerre ni ressuscité aucun mort. Et trouver les siens de mots, est-ce que ça a été facile ? Moi, il y a une formule que je ne saurais citer de mémoire, mais dans les premières pages, il y a une force de conviction envers le fait que la littérature peut témoigner même de ce qu'on aurait dit indicible. Et vous dites qu'en fait, le problème, c'est est-ce qu'on entend ? Est-ce que c'est entendable ? Mais dire le malheur, dire le génocide, puisqu'il s'agit de ça, ça reste possible. Oui, je pense, parce que les témoignages en sont la preuve. Si les survivants des camps de concentration... quand on lit les textes des survivants de camps de concentration, on approche vraiment de leur expérience. On ne peut pas la vivre comme elle et eux, évidemment, mais les témoignages ont permis de comprendre jusqu'où l'ignominie était allée. Et ce dont j'ai pris conscience, et encore une fois, moi, au départ, ça a été une expérience que j'intégrais sans forcément l'analyser ni mettre les mots dessus. Et plus tard, c'est en lisant les textes des survivants d'autres génocides et en comprenant quelle avait été leur expérience au lendemain. Je parle notamment de la Shoah. C'est-à-dire que aujourd'hui, on dit c'est innommable, c'est indicible. Ce sont des lieux communs que l'on sort à tout bout de champ. Et je cite d'ailleurs Annette Vivievorka, au lendemain de la Shoah, les gens ont parlé, les gens ont écrit. Seulement, ils n'ont pas été entendus, ils n'ont pas été lus. Si c'est un homme, est sorti assez rapidement après. Mais pendant 30 ans, ce livre est passé quasiment inaperçu. Donc, parfois, il y a une sorte de... on oublie la réalité du passé et on pense que ce qu'on sait aujourd'hui, ce qu'on fait aujourd'hui, c'était comme ça à l'époque. Non. Donc cette expérience que moi j'ai pu avoir, c'est-à-dire que malgré un accueil extrêmement généreux que j'ai pu avoir, j'avais assez peu de personnes qui me disaient « mais raconte, on t'écoute ». Et on t'écoute vraiment. Donc je me suis tue et il m'a fallu passer par plein de détours, et notamment la fiction, jusqu'à arriver à un texte de témoignage. Mais cette expérience-là, elle a été finalement commune à beaucoup d'autres. Et donc, ça m'amène à dire que ce n'est pas tant que c'est indicible ou innommable, c'est très difficile à dire. Alors c'est plus facile à dire à des étrangers, à des gens qui ne sont pas ses enfants, par exemple. Parler à ses enfants, c'est ce qu'il y a je pense, de plus compliqué, parce qu'on a très très peur de les contaminer de ce chagrin-là. Mais sinon, effectivement, oui, on peut parler, mais est-ce qu'on est entendu ? Est-ce qu'on est entendu ? Et ce que je dis pour cette expérience extrême qui est le génocide, finalement, elle vaut pour tout un tas d'autres situations où on ne veut pas, on a très peur de cette... violence extrême que l'être humain peut infliger à un autre être humain. Parce que c'est ça que ça nous renvoie. Enfin, y a un tel silence autour de l'inceste, par exemple. Enfin, pour moi, il y a quelque chose du même ordre. On ne veut pas entendre. Pourtant, les gens disent « mais j'ai parlé, j'ai essayé de parler ». Mais la famille, l'entourage ne voulait pas entendre. Eh bien, le génocide, c'est aussi je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Si j'entends ça, si j'accepte qu'un être humain, c'est-à-dire quelqu'un comme moi, c'est-à-dire moi, est capable de faire ça à un autre être humain, je laisse entrer cette chose qui est... Et c'est pas tant qu'elle est innommable, c'est qu'elle est inimaginable jusqu'à ce qu'elle soit commise. Une fois qu'elle est commise, on peut la raconter. Mais est-ce qu'on peut l'entendre ? C'est-à-dire que l'entendre, c'est, je l'imagine, moi qui en ai été préservée. Et l'imaginer, c'est déjà rentrer dans cette zone nauséabonde. Je ne suis pas du tout philosophe, je m'excuse, j'essaie d'expliquer pourquoi ça a été tellement difficile d'être entendu. Tout à fait. Mais j'allais dire, au-delà de la littérature, contrairement à la Shoah, où il y avait peu de témoignages visuels ou autres, le génocide du Rwanda, on allumait la télévision, on en entendait parler. Vous dites que l'avènement de Mandela a pris le pas, mais on était conscient, on avait cette information à portée de main ou à portée de Dieu. Ça n'a pas suffi. Oui, ça n'a pas suffi parce que ce qui se passe avec le Rwanda aussi, et ce que j'essaye d'analyser et que j'ai finalement compris, c'est que c'est l'Afrique. Et que quand on regarde l'Afrique, on la regarde à travers
tout un tas de filtres qui sont les représentations construites depuis des siècles, ici en Occident, par rapport à ce continent. Et quand je dis, il y a encore cette idée du cœur des ténèbres, il y a encore cette idée que quand on parle de l'Afrique, on en parle comme si c'était une entité, comme si c'était un pays. D'ailleurs, il y a des jeunes anglophones africains qui ont créé un site comme ça qui s'appelle Africa is not a country, parce que on dit l'Afrique, et puis quand on dit l'Afrique, on a tout un tas de représentations dont on n'est pas conscient, mais qui sont là, et depuis des siècles et des siècles parfois. Et donc, le Rwanda a été vraiment l'exemple, presque la quintessence de ça. C'est-à-dire que les médias ne connaissaient pas du tout ce pays. On est rentré dans le regard du monde avec ce génocide. La plupart du temps, les gens n'avaient jamais entendu parler, à part la Belgique évidemment, qui était l'ancienne puissance coloniale. Et puis on découvre ce petit pays, et les gens vous disent, mais oui, mais en fait, c'est une violence atavique. Il y a des Tutsis, des Tutsis, on sait même pas dire, ce sont des ethnies, ce sont des tribus, c'est une guerre tribale, et on s'entretue depuis la nuit des temps. C'est comme ça que c'est présenté à l'époque. Alors que vous nous faites voir dans votre livre que c'est une construction, justement, qui découle de la colonie, que c'est une construction, colonisation, oui. etc. Oui. C'est ça, c'est-à-dire qu'il y a un ou deux historiens qui connaissent vraiment l'histoire, je pense notamment à quelqu'un comme Jean-Pierre Chrétien, qui pour le coup était un spécialiste du Burundi voisin, mais où il y a des choses en commun, qui dit, mais en fait, ce qu'on est en train de dire, c'est pas la réalité. Les groupes Hutus et Tutsis existaient bien avant la colonisation, c'était ce qu'on pourrait considérer comme des groupes socio-économiques, les agriculteurs, les éleveurs, avec une organisation très complexe de la société, qui a été en quelque sorte caricaturée par un regard colonial qui n'était pas là pour comprendre. En fait, on ne colonise pas pour aller, aller à la rencontre d'un autre peuple et puis lui dire, mais explique-moi, je vais essayer de comprendre qui tu es. On arrive, on a des représentations. Et en l'occurrence, c'était des représentations fin 19e, inégalité entre les races et tous ces clichés-là. Et puis, les gens qui nous lisent à l'aune de leur propre histoire. C'est souvent ça, en fait. Et là, en l'occurrence, c'est les Wallons et les Flamands, avec leurs propres histoires, pour le coup, des langues différentes. Ils ne voient pas qu'en face d'eux, ils ont un peuple qui a la même langue, la même culture, la même religion, et que tout le monde vient différemment sur le territoire. Et ils disent, ah non, mais ça, c'est des ethnies différentes, et alors, on va mettre ça dans les cartes d'identité, et désormais, on ne peut plus passer de l'un à l'autre, c'est comme ça. Et en plus, avec le divide and rule, diviser pour régner, qui fait que on favorise les Tutsis, dont une grande partie de l'aristocratie, ce qu'on peut considérer comme l'aristocratie, encore une fois, ce ne sont pas les bons termes. Les écoles qui sont créées par les colons, il n'y a que les Tutsis qui peuvent y aller. Et donc, ça crée aussi une... exacerbe les haines, il n'y avait pas, en fait. Il y avait un fonctionnement qui était... Je ne dis pas du tout que le Rwanda précolonial était un paradis. Non, pas du tout. Comme dans toutes les sociétés, il y avait des inégalités, il y avait des tensions, Mais là, ça crée quelque chose qui... et encore une fois, je vous disais, j'étais pas philosophe, je suis pas historienne, mais aujourd'hui, les historiens vous disent, voilà, c'est là les racines du mal. Et ensuite, des histoires éminemment politiques, donc éminemment modernes, vont mener à un génocide, c'est-à-dire avec de la propagande, avec des médias de la haine. Mais quand cela arrive, finalement, la lecture qui en est faite ici est extrêmement caricaturale. Et donc, on ne veut pas trop voir ça. En plus, on se dit, non, mais cette violence-là, c'est horrible. Les gens préfèrent regarder du côté de l'Afrique du Sud, où il y a les premières élections libres post-apartheid, et où, là encore, on a envie de se dire, mais voilà, eux, ils sont rentrés dans ce qui permet aussi de faire oublier qu'on a collaboré avec le régime d'apartheid, qu'on leur a livré des armes, etc., etc. Donc, on a envie de regarder ça. Et là, ce qui se passe au Rwanda, bon Dieu, ils ne sont pas rentrés dans l'histoire, ceux-là. Pardonnez-moi, je fais un petit retour en arrière. Vous avez fait allusion au fait que vous aviez d'abord abordé ce dramatique sujet à travers la fiction. C'est une belle arme, la fiction. L'amatrice de littérature que vous êtes, l'amatrice de romans que vous êtes, c'est pertinemment qu'on peut véhiculer des idées très fortes et très justes à travers la fiction. Qu'est-ce qui a fait que vous ayez eu besoin de basculer dans le témoignage direct ? Alors, le choix de la fiction, au début, c'était à la fois une mise à distance peut-être pour moi, parce que je n'étais pas prête à faire un témoignage, ou parce que je considérais qu'il y avait des témoignages beaucoup plus importants que le mien, finalement. Et puis, c'était une mise à distance pour le lecteur et la lectrice, justement, pour trouver une forme qui rende cette histoire-là entendable. Une sorte d'artifice.
qui fait que si vous tendez, et moi j'avais eu cette expérience, je tendais un témoignage à quelqu'un en disant « lis ça, ça parle du génocide au Rwanda », voilà, c'est trop dur. Par contre, si on tend à quelqu'un en disant « lis ça, c'est un super roman, c'est une histoire de famille », bon alors ça parle du Rwanda, mais tu verras la langue, nanana. Et en fait, il y a plein de gens qui ont lu Tous tes enfants dispersés sans du tout avoir prévu. C'était pas un piège, mais les gens étaient attirés par la littérature. Et pour moi, c'était une façon douce d'emmener les gens jusqu'au bord de l'abîme ou du précipice, sans pour autant que ça soit insurmontable, ni édulcoré. Enfin, voilà. C'est un personnage de l'écriture ou la vie chez Semprin qui revient de Caen et qui dit « Mais est-ce qu'on voudra nous écouter, même si ce qu'on dit est vrai ? Peut-être qu'il faudra passer par de l'artifice qui est l'art. » Voilà. Et pourquoi passer au récit ? Eh bien, finalement, c'est un livre qui raconte quelque chose, mais qui raconte aussi comment je le raconte et pourquoi je le raconte. Tout à fait, c'est vraiment un livre d'écrivain en ce sens-là. Je fais rentrer les gens dans pourquoi je le fais. Et pourquoi je le fais, c'est parce que finalement, au départ, je commence une enquête pour trouver des photos, pour trouver des films, des images de ma maman et moi traversant la frontière, puisque des gens nous disent on vous a vu à la télévision britannique, à la BBC, le moment où le convoi qui nous a sauvé la vie traverse la frontière entre le Rwanda et le Burundi vers la fin du génocide. C'est une info que j'ai gardée comme ça en tête pendant des années. J'en ai rien fait. Et je réalise en écrivant ce livre que ces jours-là, c'était au moment où j'étais enceinte de mon premier fils. Mon mari me dit « Mais tu voudrais pas retrouver ces images ?» Je me dis « Oui, on va les chercher. » Et au départ, je cherche des images. Je n'ai pas du tout prévu d'écrire un livre. Je ne suis pas du tout écrivaine, d'ailleurs, au moment où je commence cette enquête, puisque je l'ai commencée il y a plus de 15 ans. Je ne trouve pas les images, mais je trouve les journalistes qui me donnent d'autres images sur lesquelles je ne me trouve pas. Alors, je vous fais les 15 ans en accéléré, mais je me dis, eh bien, même si je ne me vois pas sur ces photos ou que je ne me vois qu'en creux parce que je suis cachée là, dans le fond du camion, etc., peut-être que d'autres enfants sont en train de chercher aussi des traces de cette histoire. Donc, il faut que je trouve les enfants pour leur ramener les photos. Donc, je cherche les enfants. Je ne trouve pas les enfants, je ne trouve pas la liste des enfants, mais je trouve les humanitaires qui ont organisé les convois. J'avance, c'est des rhizomes comme ça ou des boucles où à chaque fois, je ne trouve pas ce que je cherche, mais je trouve autre chose et je trouve des questions et je fais cheminer le lecteur et la lectrice dans ce dédale aussi de questions, quoi. Est-ce qu'on pourrait lire l'extrait que vous avez choisi tout à l'heure, juste au moment de s'asseoir ? Je doute. Mais si j'abandonne maintenant, je crains que cette histoire ne soit racontée par quelqu'un qui ne pourra pas parler de l'intérieur comme je le fais. Je crains que il ou elle ne s'embarrasse pas des questions de légitimité que je me pose, qu'il ou elle manque de distance, peut-être de délicatesse. Mes doutes sont-ils un trop-plein de délicatesse ? Je ne voudrais pas que cet autre nous caricature, fasse de nous une belle histoire, parle à notre place. Et moi, que dois-je faire pour ne pas être taxée de vouloir raconter une belle histoire, de parler à la place des autres ? J'ai su très vite que je ne serais pas en mesure de rapporter l'ensemble des souvenirs, ceux des autres et les miens, de nous porter tous et toutes à bout de bras, à bout de mots. Ma mémoire, à moi, s'est peu à peu effilochée. Elle est pleine de trous que je ne suis pas en mesure de combler, mais que je ne veux pas cacher pour autant. Une autre crainte a surgi dès les premières pages d'écriture. Il y en aura pour dire que ma version des faits n'est pas conforme à la vérité. Je me suis souvenue d'une scène qu'on m'avait rapportée, celle d'une survivante de la Shoah qui témoignait devant des élèves et d'une autre survivante présente dans la salle qui avait affirmé à sa voisine, celle qui m'a raconté cette histoire, « Elle dit n'importe quoi, ça s'est pas passé comme ça ». Nos mémoires en défaut, reconstituées, dissonantes. Sans cesse, je commence, puis je m'arrête. Ce n'est pas l'angoisse de la page blanche, mais la peur de ne pas être la bonne chroniqueuse, de ne pas faire un témoignage irréprochable, fidèle aux faits et aux victimes, bienveillant devant les contradictions de ceux qui nous ont aidés ou racontés. Pour me rassurer, je repense à ce que m'ont dit certains des journalistes qui étaient présents à la frontière le jour de notre traversée en 1994, ceux que j'ai retrouvés et auxquels j'ai confié mon projet. Et ils m'ont dit « C'est à toi d'écrire cette histoire, tu fais la bonne chose, il n'y a que toi qui puisse le faire. »
Beata Omobieli Mérès à la librairie Ombre Blanche à Toulouse le 2 mars 2024 autour de la parution chez Flammarion de son livre Le Convoi. On se dit que vous avez eu beaucoup de scrupules, et je l'entends, et je peux les comprendre en vous lisant, mais en même temps, qui peut être plus légitime que vous ? Ce n'est pas une coquetterie de dire « Ah oui, mais est-ce que j'y vais pas, est-ce que je peux pas ?» Alors, c'est peut-être lié aussi à mon histoire personnelle, c'est-à-dire que je suis métisse, que pendant très longtemps, enfin jusqu'au génocide, finalement, on me considérait comme une blanche et pas vraiment comme une rwandaise. Les gens étaient toujours surpris de dire « Ah mais tu parles Kinyarwanda ?» Mais je disais « Mais en fait, je n'étais que rwandaise jusqu'alors parce que ma maman m'avait élevée seule, j'avais pas eu la reconnaissance d'un père étranger, j'avais pas sa nationalité, j'étais jamais dans son pays. Donc moi, j'étais que rwandaise, mais constamment, les Rwandais me disaient que j'étais pas rwandaise. Et quand j'arrive en France, là, tout d'un coup, je me dis, je vais aller chez les Blancs. C'est-à-dire, on m'a toujours dit que je suis blanche, je vais chez les Blancs, je vais être chez moi. Et non, là, j'arrive en France et on me dit, ah, mais toi, tu es africaine, tu es de l'ailleurs. Donc, cette expérience-là d'être constamment renvoyée à « tu n'es pas légitime chez nous, tu ne nous appartiens pas », peut-être qu'elle est fondamentale. Mais en même temps, j'ai envie de dire que peut-être que je fais ça aussi pour emmener tous les autres qui ne se posent jamais la question de « est-ce que je suis légitime pour rapporter cette histoire ?» à le faire désormais. C'est un livre qui n'est pas du tout moralisateur, mais où j'ai envie que les gens repartent avec des questions. Et je vais vous raconter une histoire qui est très récente parce que je pose beaucoup, on en parlera, la question de la photo, de qui prend des photos. Qui prend des photos dans les conflits en Afrique ? Souvent, ce sont les journalistes, les reporters occidentaux. Pour qui ces photos sont prises ? Pour le lectorat occidental. Et donc, à un moment donné, moi, j'arrive dans cette histoire et je dis, mais et nous, en fait, les gens qui sont pris en photo ? Le droit à l'image. C'est même pas tant le droit à l'image, c'est à quel moment, à quel moment, bon, déjà, qu'on ne demande pas à quelqu'un pendant dans un conflit, est-ce que tu es d'accord, tu veux bien signer le papier, c'est normal, on est sur le... Mais à quel moment, ou quand on va dans des camps, ou quand on... Enfin, tous ces reportages, à quel moment on se demande, mais cette personne-là, j'emmène cette image-là, et finalement, elle n'aura jamais aucun souvenir de ce moment-là de sa vie. Parce que c'est ça que je fais, moi, pendant ces 15 ans, c'est... J'ai vécu quelque chose, j'en ai un souvenir qui est en train de plus en plus de s'effacer dans ma tête. Je sais qu'il y a des photos qui ont été prises de ce moment qui est tellement important pour moi, c'est-à-dire le moment où je traverse la frontière, où je deviens une survivante, qui est désormais mon identité intrinsèque. Ces images existent. Elles ont été prises par des gens, ils sont partis avec, et j'ai un mal fou. Je dois défoncer pratiquement des portes pour avoir accès à ces images. Parce qu'on me dit non, mais c'est dans des archives, et alors vous êtes qui ? Vous êtes chercheuse ? Non. Vous êtes journaliste ? Non. Vous n'êtes rien. Mais en fait, si, c'est ma vie là qui est là. Pourquoi je ne pourrais pas avoir accès à ces images ? C'est une sorte de coup de gueule, un peu que je pousse au nom de nous toutes et de nous tous. Et j'étais interviewée il y a quelques semaines par un journaliste belge de la RTBF, et puis il m'envoie un message il y a quelques jours, il était en reportage au Rwanda, et il me dit, j'ai rencontré une autre journaliste belge qui est vraiment une des grandes reporters qui a beaucoup couvert toute la région des Grands Lacs. Et elle m'a dit que depuis qu'elle a lu ton livre, elle part désormais en reportage avec un Polaroid et elle prend les photos en double et elle en laisse aux gens. Je me suis dit, alors voilà, que peut la littérature ? Ça peut déplacer la pratique chez des journalistes qui ont 50 ans d'expérience et qui se disent « Mais en fait, c'est vrai, je ne m'étais jamais posé cette question. Et pourquoi je ne ferais pas ça ?» Et c'est vrai, au-delà de la photo, vous remarquez à quel point l'histoire de ce génocide, même s'il a été raconté par des Rwandais, nous l'avons découvert avant tout par des étrangers à cet événement. Oui, par des journalistes, par des écrivains. Et c'est pareil, je ne suis pas du tout en train de dire que c'est pas bien. Il y en a qui ont vraiment qui ont fait un travail formidable. Je cite notamment quelqu'un comme Patrick de Saint-Exupéry, qui était reporter au Figaro, qui a été parmi les premiers, si ce n'est le premier, à parler de la responsabilité de l'État français, des militaires français dans le génocide.
et qui d'ailleurs, il a été placardisé, enfin vraiment pendant longtemps il prêchait seul dans le désert. Et c'est très important que des gens comme ça aient fait ce travail. Je parle d'historiens, je parle d'Hélène Dumas, beaucoup, qui est une amie, qui est une jeune historienne française. Il y a de très beaux portraits de personnes qui vous ont... Nathan Rera, ce chercheur français qui a fait une thèse en histoire de l'art sur les images du génocide contre les Tutsis, c'est des travaux importants. Donc, je ne suis pas du tout en train de dire il n'y a que nous qui puissions. Néanmoins, je pose quand même la question de si ce n'est que cela qu'on écoute, ça veut dire que notre parole des principaux concernés, quelque part, elle est... Je vous dis ça en même temps que je suis en train de le conscientiser, mais j'ai l'impression que c'était comme si c'était de la matière première. C'est comme si notre continent était resté un continent de matière première. Ouais, voilà. Et pas de fine craft. Nous, on fournit des témoignages et puis des gens qui sont en mesure, qui maîtrisent la langue ou qui maîtrisent les codes de ce que le lecteur occidental... Voilà. Et de la même façon, l'histoire, les faits historiques africains, on les connaît dans le monde parce qu'ils ont été racontés par des historiens, par des journalistes occidentaux. Pas par la voix des historiens, des journalistes africains. Imaginez que si c'était la même chose avec que l'histoire de la Première, Deuxième Guerre mondiale ait été uniquement racontée par des historiens, des journalistes sud-américains ou africains. J'écoutais une interview d'un écrivain vietnamien américain et ça m'a fait vraiment réfléchir aussi. Par exemple, la guerre du Vietnam. La guerre du Vietnam, c'est un fait historique qui est très connu dans le monde. On dit toujours que les guerres sont racontées par les vainqueurs. La guerre du Vietnam, si vous demandez à n'importe qui, vous allez au Chili, vous allez en Afrique du Sud, vous allez aux États-Unis, vous allez en France, vous demandez quel est votre imaginaire de la guerre du Vietnam ? C'est celui qui a été diffusé par les Américains. Est-ce que vous avez lu un livre, vu un film par un Vietnamien sur la guerre du Vietnam, sachant que d'ailleurs, eux ne l'appellent pas la guerre du Vietnam, mais la guerre américaine, parce qu'ils ont eu la guerre française, la guerre... Non, c'est étrange quand même. Donc c'est le soft power quelque part, c'est ça aussi. Et quand il s'agit du continent africain, alors là... Avec le risque d'erreurs d'interprétation, dans les dernières pages, vous rappelez les Hutus qui vont dans des camps et qui deviennent les symboles des victimes. C'est bien ça. Exactement. Ce qui s'est passé, c'est que finalement, il y avait assez peu de journalistes pendant le génocide des Tutsis. Je raconte vraiment que tous étaient soit partis couvrir les élections d'Afrique du Sud, soit partis couvrir la Coupe du Monde de football et très peu au Rwanda. Mais le peu qui était là essaye de rendre compte. Et par contre, le génocide est arrêté par le FPR, donc qui est une armée guérilla constituée essentiellement de Tutsis qui avaient fui les pogroms des décennies précédentes. Et là, une marée humaine de Hutus qui fuient, dont une partie d'entre eux sont des génocidaires. Il y a eu des centaines de milliers de génocidaires, dont une armée qui vient de participer au génocide et qui est en train de perdre, qui prend aussi en otage toute la population Hutu, qui l'emmène au Congo. Et là, tous les journalistes du monde vont dans ces camps de réfugiés, tous les humanitaires qu'on n'a pas vus, en fait il y en avait 2-3, ceux qui nous ont sauvés très courageusement, alors que tout le monde était parti, tous vont là-bas. Et il se passe une superposition extrêmement problématique du point de vue d'une déontologie journalistique, c'est-à-dire qu'on présente des images des camps où il y a une épidémie de choléra, donc il y a vraiment des morts, mais des morts tués par le choléra, pas tués par d'autres êtres humains. Et on présente ces morts comme des victimes du génocide. On dit génocide rwandais d'ailleurs, donc on ne sait pas qui est la victime. Et donc, justement, c'est ce chercheur Nathan Rera a vraiment analysé tout ça et montre qu'à un moment donné, les légendes qui sont mises sous les photos racontent une toute autre histoire. Donc c'est très gênant aussi finalement. Et encore aujourd'hui, on va avoir dans les médias, moi, il n'y a pas si longtemps que ça, une jeune journaliste m'interviewe et elle ne m'avait pas du tout prévenu qu'elle allait diffuser des images en même temps. Donc elle m'interviewe, je témoigne je suis survivante du génocide contre les Tutsis du Rwanda et je découvre qu'elle a mis des images parce qu'elle doit avoir un fichier dans la rédaction, c'est écrit Rwanda. Et elle m'a mis des images de réfugiés Hutus, dont une partie, pas tous évidemment, mais dont une partie sont des génocidaires, en train de fuir au Congo. Et là, j'ai dit, mais non, en fait, vous... je vais vous expliquer, vous avez lu mon livre, mais peut-être vous n'avez pas compris. Effectivement, bon, on ne connaît pas forcément, mais dans ce cas-là, essayez de faire la part des choses et de faire un peu plus attention quand on parle de certains sujets.
Nous avons très peu évoqué votre parcours. Et c'est aussi ce qu'on découvre. Vous posez le mot, je n'aurais jamais osé l'employer, de romanesque. Effectivement, on découvre tout ce que vous avez vécu. Il faudrait peut-être dire que ce convoi, au départ, n'était pas destiné à recevoir des adolescents de 15 ans, âge que vous aviez, et encore moins des adultes comme votre mère. Vous avez voyagé caché dans un convoi qui était destiné aux enfants de moins de 12 ans. Oui, quand j'ai essayé de retrouver les autres enfants des convois, j'ai commencé à faire une enquête pour savoir c'était quoi cette histoire. Parce que moi, je me rappelais qu'on était au bout de plusieurs semaines de fuite et de cachette, et à un moment donné, les tueurs nous avaient découvertes et on avait réussi, parce que j'ai menti, que j'ai prétendu que j'étais française, on avait réussi à s'en sortir et à arriver dans une école, donc à Butare, dans le sud du Rwanda, qui avait été transformée en centre d'accueil pour des enfants. Et au bout de quelques jours dans cet endroit-là, on nous dit vous pouvez partir avec le convoi. C'était des religieuses qui avaient intercédé pour nous pour qu'on soit dans ce convoi. Et c'est des années et des années plus tard que j'ai compris qu'est-ce que c'était. Et en réalité, c'est un humanitaire suisse qui s'appelait Alexis Briquet, qui travaillait pour une ONG qui s'appelait Terre des Hommes. Je ne sais pas si vous connaissez cette ONG, qui est arrivé au tout début du génocide. Donc il est passé par le Burundi. C'est une ONG qui avait vocation à venir en aide aux enfants en détresse. Quelque chose de très large comme ça. Et ils avaient un projet au Rwanda un peu avant, mais qu'ils avaient dû fermer, tout le monde avait été évacué. Et cet humanitaire, qui venait de passer plusieurs années d'ailleurs en Bosnie, se dit je vais y aller, je vais essayer de faire ce que je peux. Il arrive tout seul. Et il arrive avec le consul d'Italie, Pier Antonino Costa. C'est un monsieur qui habitait au Rwanda depuis très longtemps. Il était au Burundi, mais comme il avait plein de contacts, il continuait à faire des allers-retours en passant la frontière avec de l'argent. Il donnait de l'argent et il sauvait des gens ou il a ramené à manger aux gens. Et ces deux gars, là, ils arrivent à commencer à organiser comme ça un convoi, un premier convoi en juin. Début juin, en partant d'une école où s'était réfugié un orphelinat qui était venu donc parce qu'il y avait des combats à Kigali, il y avait une guerre pour le coup entre deux armées. Ils avaient fui d'abord, mais dont le directeur de cet orphelinat par exemple était Tutsi, était avec sa famille. Ils ont été assassinés très vite en arrivant à Butare, mais il y avait plusieurs centaines d'enfants d'un orphelinat qui étaient là. Mais chaque fois qu'il y avait un endroit où une sorte de havre de paix, d'autres personnes, donc en l'occurrence des Tutsis qui avaient survécu au massacre ou qui se sentaient menacés, se réunissaient là. Et ils organisent un premier convoi où ils exfiltrent des gens vers le Burundi. Et ils ont réussi à avoir un accord avec le gouvernement génocidaire, donc le ministère des Affaires sociales, disant « Nous allons mettre des enfants à l'abri parce qu'il y a une guerre civile. » Voilà. C'était juste ça. Évidemment, il n'était pas du tout question de génocide. Je ne suis même pas consciente qu'à ce moment-là, ils étaient conscients qu'il y avait un génocide. Mais c'est des gens qui arrivent, en fait, c'est ça aussi l'humanitaire. J'ai fait de l'humanitaire. Alors moi, pas dans l'urgence, mais ce sont des gens qui ont des compétences, qui ont des volontés, mais qui arrivent souvent dans un pays dont ils ne connaissent rien. Donc, ils ne sont pas souvent en mesure de comprendre tous les enjeux. Alors, il va y avoir des notes de situation, etc. Mais en l'occurrence, le Rwanda, il y avait beaucoup de gens qui ne savaient pas où ils mettaient les pieds. C'était pas les gens qui y travaillaient depuis longtemps qui y arrivaient. Et c'est pas grave, en fait. En l'occurrence, Alexis Briquet, il arrive, il fait ça avec 3 bouts de ficelle, en se mettant souvent en danger. Et puis ensuite, le consul se retire et sa compagne, Diana, arrive avec des ressources. Et à deux, ils vont exfiltrer plus de 1000 enfants, dont des enfants Hutus, puisque parfois c'était des orphelinats, c'était des centres de... Mais quand je réalise en le retrouvant en 2020 qu'à deux, ils ont réussi à sauver des centaines d'enfants comme ça, sans beaucoup d'aide, à la fois c'est une prise de conscience de ce geste absolument inouï dont personne n'a parlé. Enfin, ça a été oublié, cette histoire. Je me dis, mais comment se fait-il qu'on n'en ait pas parlé ? On a fait des films sur le gars d'Hôtel Rwanda, blablabla. Et ces gens-là, qui ont vraiment fait ça sans aucun intérêt, de façon... ils se sont mis en danger pour ça. Personne n'en a parlé et on les a oubliés. Et il se fait que ce monsieur meurt brutalement après que je l'ai retrouvé. Donc c'est là où je décide de raconter et d'écrire cette histoire et donc d'enquêter pour avoir des informations. Alors c'est une forme effectivement d'hommage à ce monsieur, c'est aussi, on les a évoqués,
un hommage aux autres enfants qui apparaissent. Vous établissez des espèces alors c'est pas fiche d'identité parce que c'est bien plus que ça. Vous redonnez la présence, vous donnez la parole à ces enfants-là et vous vous assignez comme mission peut-être de continuer ou en tout cas que d'autres personnes continuent ce travail-là de témoignage. Oui, exactement. Non, vous avez raison. Enfin, l'idée pour moi, c'était de faire un ouvrage collectif. C'était pas de raconter ma petite histoire. D'ailleurs, au départ, je voulais raconter les convois. Je voulais raconter ce sauvetage inouï, ce que ces gens-là avaient fait. Et puis, je retrouve des enfants, pas tous, loin de là. Je commence à leur demander s'ils veulent bien me raconter pour que je mette dans le livre ce qu'ils ont vécu. Et à ce moment-là, je me dis, mais il faut quand même que moi, je dise aussi d'où je parle. Je ne vais pas être justement dans un rôle comme si j'étais une journaliste occidentale ou une chercheuse en surplomb. Moi aussi, je suis survivante, donc je vais... C'est au dernier moment presque où j'ai écrit mon témoignage à moi de comment je suis arrivée jusqu'à Terre des Hommes, et avec l'idée que ça soit effectivement un récit choral et que moi, je ne pose que la première pierre. Ensuite, cette histoire continue à s'écrire. Et depuis que le livre est sorti, j'ai d'autres enfants qui m'ont contacté, qui m'avaient entendu dans les médias en me disant « Mais en fait, moi aussi, je fais partie des convois Terre des Hommes. » Alors, je leur dis « Mais j'ai quelques photos. Vous vous rappelez de quand ?» Enfin, voilà, moi, je fais du trafic de photos maintenant. Et j'ai un humanitaire aussi qui m'a contacté, qui était à Bordeaux, un truc complètement dingue. Il me dit « Mais moi, j'ai fait partie des gens qui sont venus chercher des enfants à la frontière parce que les camions devait rester à la frontière et repartir vers le Burundi. » J'étais un jeune humanitaire, il avait 22 ans. J'étais passionnée de photos, j'ai pris des photos ce jour-là. Peut-être qu'il y a des choses qui vous intéressent. Voilà. Ce livre permet aujourd'hui, pour moi, d'avoir des gens qui me contactent en me disant « J'ai des souvenirs, j'ai des photos », et d'autres qui me contactent en me disant « Je voudrais des souvenirs, je voudrais des photos ». Et de rendre ça possible. Donc ça ne fait que commencer finalement. Et comment est accueilli le livre par les gens, justement? Vous témoignez aussi, c'est ce qu'on disait au début de notre entretien, vous témoignez pour rétablir certains faits, pour nous éclairer sur ce qui a pu se passer. Il est sorti depuis suffisamment de temps pour que vous ayez des échos de la manière dont il est reçu par d'autres personnes que des personnes rwandaises ou concernées directement par le génocide. Comment est-il perçu, ce livre-là? Le mot qui revient le plus souvent, c'est « ce livre m'a déplacé ». C'est-à-dire que les gens, ça les amène à reconsidérer tout un tas de choses et de se dire « eh bien, je vois les choses différemment maintenant ». Je pense que c'est plutôt un compliment. Je confirme. Je parle des gens qui avaient l'impression de connaître cette histoire, mais vaguement, et ils me disent ça m'a déplacé dans la façon dont je perçois votre histoire, mais aussi la façon dont votre histoire est racontée, mais aussi la façon dont je lis certaines choses qui viennent de cet ailleurs-là. Et puis après, j'ai aussi des témoignages, mais de gens qui ont vécu d'autres conflits, que ce soit l'ex-Yougoslavie, que ce soit une amie palestinienne, d'autres histoires, mais où il y a eu de l'exil, où il y a eu du témoignage, où il y a eu de qui raconte l'histoire à qui. Et ce qui est intéressant alors, c'est aussi pour les plus jeunes qui ont l'impression qu'on a toujours vécu dans un monde où on avait un appareil photo dans la poche, quoi. Parce que moi, je parle d'un moment de bascule où il fallait un appareil photo, on allait faire développer les photos, etc. Donc cet objet-là, c'était encore quelque chose de très particulier. Alors pour nous, les Rwandais, en plus, c'était très rare. Très peu de gens avaient un appareil photo individuel. Et donc, d'un point de vue générationnel, il y a quelque chose d'intéressant parce que la nouvelle génération, tout le monde a son téléphone avec un appareil photo. Et ça a d'ailleurs changé beaucoup la façon dont... regardez, les images qui vont nous arriver d'Afghanistan, de Syrie, c'est plus pareil en fait. Les images sont aussi produites et diffusées avec les réseaux sociaux par justement des gens qui vivent et qui subissent les conflits. C'est aussi l'histoire d'une fille qui grandit très vite, alors à quel prix? Mais les rapports avec votre mère sont très émouvants. À un moment donné, vous prenez le dessus. Oui, je dois m'occuper de ma maman, oui. Ce sont des passages, je sais pas, pardonnez-moi, mais c'est vraiment bouleversant quand ce moment-là arrive, effectivement. Mais je ne l'ai vraiment compris que le jour où je suis devenue maman moi-même. C'est-à-dire de réaliser qu'est-ce que c'est que d'être dans une situation où on est l'adulte, on est censé protéger son enfant, et qu'on est dans l'incapacité totale de le faire. Mais en réalité, on ne comprend ses parents que le jour où on atteint leur âge et on comprend... Parfois, on ne les comprend jamais d'ailleurs, mais c'est une autre histoire.
Et quand moi, sachant pourtant que je suis en France, que je suis en sécurité, qu'a priori... et que je me dis, mon Dieu, mais ça a toujours été des moments très compliqués. Enfin, j'ai eu 2 enfants. Hein. Mais à chaque fois, j'avais envie d'arrêter d'allaiter. Je vais faire entrer dans un truc très intime. Mais en fait, honnêtement, c'est les hommes qui ont décidé que c'était très intime. C'est universel. Bref. Mais à chaque fois, je me disais, mais si j'arrête et que demain, je dois... C'est ça, les petites choses de traumatisme. Si demain, je dois m'enfuir, on doit se cacher, et j'ai plus accès au lait, et que j'ai plus mon biberon portatif, je fais quoi ? Je suis plus en capacité d'alimenter mon enfant. Donc c'est cette prise de conscience-là. Et est-ce que ce livre-là, vous venez de dire que le fait d'être maman vous a révélé certaines choses ? Est-ce que le fait d'écrire cette histoire vous a permis de découvrir certaines choses ? Déjà, j'ai compris que cette histoire, je l'écrivais que j'étais dans une démarche de transmission, c'est-à-dire que je commence à chercher ces traces au moment où je vais devenir maman. C'est-à-dire que je suis en train de poser quelque chose de... il faut que je réunisse l'histoire, que j'en fasse quelque chose pour cet enfant qui va naître. Je pense que c'est ça. Et aujourd'hui, j'interviens beaucoup dans les écoles auprès de jeunes qui ont l'âge exact que j'avais en 94. D'ailleurs, il y a eu un déclic important dans un lycée de Nice. Oui. Les ados, ils m'apportent une qualité d'écoute, je suis désolée, mais bien plus importante que celle des adultes. C'est vrai. On a souvent tendance à dire que les jeunes, ils s'intéressent à rien, ils sont autocentrés, blablabla. C'est pas vrai. Quand je suis devant eux et que je leur dis, mais en fait, à votre âge, voilà ce que j'ai vécu. Mais ce que je vous dis, c'est pas une histoire africaine d'il y a très longtemps. Enfin, pour eux, c'est la préhistoire. Non, ce que je vous dis, en fait, écoutez-moi, ça vous concerne aussi aujourd'hui. Renseignez-vous, restez des êtres vigilants. Est-ce que vous savez, quand vous consultez des médias ou quand vous regardez quelque chose, est-ce que vous savez qui a produit cette image ? Est-ce que vous avez une réflexion sur... Qu'est-ce que vous racontez de vous sur les réseaux ? Comment vous racontez ? Et comment les autres vous racontent ? C'est ça, c'est aussi fondamental que ça, finalement. Et c'est des thématiques qui les concernent. Et dans ce lycée, vous vous mettiez à vous raconter, vous, pour la première fois, vraiment ? Oui. Pour quelle raison, là ? Parce que j'étais en train d'écrire ce livre. Et que j'avais repoussé jusqu'au bout le moment où... Enfin, on ne sait même pas que j'avais repoussé, je n'avais pas prévu de parler de moi. Mais j'étais en train de travailler, j'étais en résidence d'écriture pour écrire ce livre. Et un lycée dans lequel j'allais intervenir depuis quelques années, avec des profs formidables à Nice, me dit « Est-ce que tu veux bien venir ?» Mais moi, j'allais en leur disant « Je suis écrivaine survivante ». Je passais très très vite sur la partie survivante et je leur parlais de que peut la littérature pour transmettre, blablabla. Et là, j'arrive lestée de tout ce que je suis en train de faire. Et je leur parle. Et les profs étaient... Parce qu'elle leur avait dit « Non mais Béata, elle ne va pas vous raconter son histoire personnelle ». Et en fait, ce jour-là, je l'ai fait. Et ce qui était extrêmement bouleversant, c'est qu'il y avait un jeune homme qui avait un style très... Moi, j'ai été dans un lycée très catho dans le Nord quand je suis arrivée en France. Ça fait partie de la charité du Nord, des gens formidables. Mais bon, je sais reconnaître le style chèche blanc, barbour, etc. Et ce jeune homme me pose plein de questions. Il était comme ça. Hein. Et à la fin, j'apprends qu'en fait, il vient d'une famille très, très engagée au Rassemblement national. Et je me dis, voilà, si ce n'était que pour lui, je suis sûre que ce jeune homme, il y a des choses qu'il a comprises et que ça vaut la peine. Que peut-être il pensera pas comme son père plus tard. C'est ça, c'est semer des graines. Et quelque part, à cet âge-là, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup moins de conviction, justement, sur l'autre, sur le monde. On peut encore faire bouger des choses. Possible. Ouais. Et puis moi, j'y crois tellement en cette génération. De toute façon, on a tellement tout foutu en l'air que ça va... On leur doit bien ça. Bon, il y a des tas de choses dont nous n'avons pas parlé. Il y a des portraits, il y a les journalistes, vous ne les avez pas évoqués, un certain préfet, le devenir de Terre des Hommes. Enfin, je laisse les lecteurs découvrir ceci, ou vous inciter à en parler à travers leurs questions, si vous avez des questions. Au-dessus de ces collines s'élève ma voix à jamais. Ô mon petit pays, au Rwanda bien-aimé. 1 million de gouttes d'eau qui tombent de terre en ciel. 1 million de nos tombes en trombes torrentielles. De nos fosses profondes à nos points culminants. Nous sommes debout maintenant, les cheveux dans le vent.
à conjurer le sort qu'un désastre engloutit, à se dire qu'on est fort, qu'on vient de l'infini. Je rêve de vous, Kwibuka, I'm dreaming of you. Kwibuka, je rêve de vous, Kwibuka, I'm dreaming of you. Kwibuka. J'étais très impressionné par votre livre. On parle beaucoup de la concurrence des mémoires. Vous n'êtes pas du tout là-dedans puisque vous faites beaucoup de rapprochements avec la Shoah et notamment en disant que vous travaillez avec le mémorial de la Shoah. Je voulais simplement avoir votre point de vue sur cette question-là. Effectivement, ne faudrait-il pas, au lieu d'une concurrence des mémoires, une convergence, au moins une association des mémoires et peuples et des personnes, des individus aussi, qui ont été victimes de génocide? Vous doutez bien que je suis d'accord avec vous, effectivement. Ce qui est important, c'est que les gens vont vous dire « mais mon histoire, elle est particulière ». Effectivement, les différents génocides sont à chaque fois des histoires différentes avec des contextes différents, que ce soit géographiques, politiques, historiques. Ce qui est semblable, cependant, c'est l'expérience des survivants. Vous faites rencontrer, c'est l'expérience que j'ai pu avoir, moi, de rencontrer des personnes qui ont 50 ans, 60 ans de plus que moi, qui ont traversé cette solitude-là, qui ont traversé cette peur-là. Et bien finalement, on se sent très très proche, on se sent vraiment pareil. Et si on n'est pas capable quelque part de justement dépasser les particularismes, nous qui avons souffert des séparations, il faut désespérer de l'humanité. Mais là, en l'occurrence, c'est vrai que le mémorial de la Shoah a toujours accordé une importance pour faire connaître et accueillir les autres histoires des autres génocides, et notamment le génocide contre les Tutsis du Rwanda. Le 30 juin, il nous invite, on va avoir cette rencontre pour la première fois avec des enfants des convois. Alors évidemment pas tous, on n'a pas les moyens de faire venir tout le monde du Rwanda, mais en tout cas plusieurs enfants des convois avec Diana Cavadini, l'humanitaire, avec Fergalkin. On va tous se retrouver le 30 juin pour témoigner de cette histoire. Et c'est le mémorial de la Shoah qui organise ça. C'est formidable. Et de la même façon, moi, j'essaye d'être en alerte, ou en tout cas de pouvoir être présente et pouvoir accompagner d'autres personnes. Pour le coup, la Shoah ou même le génocide des Arméniens, il y a beaucoup d'associations et de structures qui en parlent, mais il m'est arrivé de témoigner... de présenter, à l'époque c'était pas encore du témoignage, mais de présenter mon livre, de parler du génocide des Tutsis. Il y avait un jeune homme qui était de famille rome, enfin je sais jamais s'il faut dire rome, tzigane, je sais qu'il y a des termes qui étaient là, et qui m'a parlé de sa grand-mère et du fait que finalement sa grand-mère n'avait jamais parlé de ce qu'elle avait vécu. En fait, c'était presque la première fois qu'il rencontrait quelqu'un qui pouvait lui parler de l'expérience de sa grand-mère. Et il se fait que moi, je revenais d'un colloque sur les génocides en Espagne, où j'avais rencontré des militants pour la mémoire du génocide des gens du voyage et des Roms. Et donc j'ai pu le mettre en lien entre quelque part du côté du sud-ouest de la France et des gens qui... Parce que pour le coup, ça c'est un génocide dont on parle très très peu, qui n'a même pas été reconnu officiellement. Et pour le coup, il y a eu une concurrence des mémoires incroyable. On n'a parlé que de certains et pas d'autres, parce que d'autres n'ont pas pu s'organiser, parce qu'ils n'ont pas su, parce qu'ils n'avaient pas la même expérience d'eux. Mais oui, il faut une convergence des mémoires, bien sûr. Oui, bonjour. Je n'ai pas de questions, mais je voudrais partager une réflexion à l'issue de l'entretien. Je voudrais vous dire merci d'avoir écrit ce livre que je n'ai pas encore lu, mais que je vais me hâter de lire. Et je vais vous dire pourquoi je vous remercie en avance. Là, quand je vous écoutais parler, il y a plusieurs lectures ou expériences, événements qui sont remontés dans ma mémoire et qui ont convergé pour pouvoir, moi, articuler la réponse que je pourrais apporter à ce que peut la littérature selon moi. D'une part, vous m'avez évoqué la lecture d'un roman d'un auteur qui s'appelle Chinua Achebe, un auteur nigérian qui a écrit un magnifique livre qui fait partie d'un triptyque qui s'appelle, en anglais, c'est Things Fall Apart. Et Tout s'effondre. C'est ça. Pour moi, ça a été une lecture assez bouleversante. Pas tant dans l'histoire, mais parce que c'était surtout un auteur donc nigérian qui se réappropriait son histoire, pas juste pour s'approprier, mais qui m'a permis, moi, je pense d'autres personnes, de briser certaines représentations qu'on pouvait avoir justement sur un pays comme le Nigeria, mais sur le continent africain au sens plus large, puisque dans ce livre, il évoque le Nigeria juste avant l'arrivée des colons, puis l'arrivée progressive, et
comment justement petit à petit le fonctionnement de la société va changer et s'effondrer, etc. Et c'était, je suis pourtant d'origine africaine, et c'est très intéressant parce que comme vous disiez, l'Afrique c'est pas, enfin comme vous le rappeliez effectivement, on peut être d'origine africaine et ne pas savoir beaucoup de choses sur le continent, sur des pays voisins. Donc ça m'a permis d'aller creuser, d'aller chercher davantage. Donc je pense que c'est aussi cette expérience-là de lecture, même si c'était pas un livre d'histoire, ça m'a permis moi d'avoir envie. Et le deuxième élément, j'ai le sentiment que, dans votre livre, je vais aussi faire cette expérience d'empathie avec la question de la migration forcée. Hier, j'étais ici, il y a un historien qui évoquait son travail d'historien, la nécessité d'objectivité, etc. Et en fait, en vous écoutant là tous les deux aujourd'hui, hier, je me rends compte que, je le savais déjà, mais ça renforce l'idée de la complémentarité des sources d'information. À savoir que quand on parle de la question migratoire, notamment forcée, quand on la lit dans un livre d'histoire, il y a une distance liée à l'objectivité qui est nécessaire et qui est, voilà. Quand on lit les récits que peuvent en faire les journalistes, c'est encore un autre point de vue qui nous met aussi à une certaine distance. Et puis quand on lit un témoignage, il n'y a plus cette distance, même s'il y a une subjectivité. Elle est importante parce qu'elle nous permet aussi de considérer que ce ne sont pas juste des faits, c'est pas juste une actualité, ce sont des êtres humains. Et je pensais à vous comme à d'autres personnes qui ont vécu des parcours de migration forcée. Si vous n'aviez pas eu la chance de faire partie de ce convoi, quelle aurait été votre vie ? J'y pense parce que quand on parle aujourd'hui beaucoup de ça et d'accueillir des gens dans des difficultés, on en parle beaucoup économiquement, on en parle beaucoup culturellement et on n'en parle pas suffisamment, de mon point de vue, humainement. Et on ne fait pas cette expérience d'empathie. Donc voilà, ce sont les raisons pour lesquelles à la fois je vous remercie et pour lesquelles je pense que la littérature peut beaucoup de choses et que l'individu peut après essaimer sur le collectif. Merci beaucoup. Moi, je me demandais, je ne sais pas si je vais très bien formuler ma question, mais je suis lycéenne, j'ai 17 ans, et on a étudié en cours le génocide des Tutsis au Rwanda, et je me demandais, du point de vue de mon enseignante, des enseignants qu'on a, qui sont donc pour la plupart pas concernés, qui n'ont pas vécu ça, qui ont ce regard occidental et qui sont pas des experts non plus, parce que surtout que les programmes sont récents, etc. Ils n'ont pas le temps de lire non plus tous les témoignages, etc. Comment enseigner avec respect, en respectant les mémoires, en respectant la réalité des faits, et sans non plus tomber dans le spectacle, dans dire l'horreur juste pour une curiosité un peu malsaine, voilà. Comment enseigner à une classe quand on n'est pas non plus expert, etc., et qu'on n'a pas la vision d'une personne qui a vécu les choses. Merci à 17 ans de prendre l'après-midi pour venir. Non, mais c'est vrai, hein, vous auriez d'autres choses à faire et c'est pas que vous n'avez rien à faire, hein, pardon, mais je suis toujours impressionnée par et puis la justesse de votre question. Alors, je pense que c'est appliquer la même approche que on peut avoir quand on enseigne la Shoah, c'est-à-dire que quand on enseigne la Shoah, moi j'ai été au lycée en France, hein. On va avoir à la fois l'histoire telle qu'elle a été écrite par les historiens et les historiennes, et puis on peut avoir aussi des témoignages, enfin on nous fait lire des extraits de textes de Elie Wiesel ou de Primo Levi, et puis ensuite on essaye de faire le lien avec l'actualité avec cette idée de développer l'esprit critique, de voir, par exemple, est-ce qu'il y a des discours néofascistes aujourd'hui dans les médias, est-ce qu'il y a des caricatures, voilà, ce genre de choses. Pour moi, c'est une démarche... Vous êtes aussi enseignant, donc c'est ça. Ce qui a été problématique, c'est que pendant longtemps, en France, parce qu'il y avait aussi cette histoire de complicité française, on n'en parlait pas, ou on disait qu'il y avait un double génocide. Quand je suis arrivée en 94, j'étais dans un lycée. Je me rappellerai toujours de mon prof d'histoire. Je ne me rappelle plus de son nom ni de son visage. Alors, j'ai une mémoire des visages, donc peut-être je le reverrai, je le reconnaîtrai. Il a sorti comme ça, alors on ne parlait pas, évidemment, ce n'était pas encore dans les programmes, mais je me rappelle de cette phrase où dit, non mais bon, comme au Rwanda où les Hutus et les Tutsis se sont allègrement massacrés. Et ce jour-là, je n'ai pas réussi à prendre de notes, j'étais vraiment très en colère, mais je n'ai rien dit parce que je n'avais pas les outils ni les armes. Mais c'est aussi de faire en sorte que ce qui est dans les programmes d'histoire soit correct, et justement, on n'a pas besoin d'être un spécialiste. Les professeurs d'histoire n'ont pas non plus vécu la Shoah, et pourtant ils l'enseignent en général de façon correcte. Depuis quelques années quand même, il y a une volonté de faire en sorte que dans les manuels d'histoire, les choses soient racontées correctement.
sans négationnisme, sans révisionnisme. Et effectivement, aujourd'hui, il y a, et je ne suis pas du tout la première à écrire un témoignage, je cite par exemple Annie Kaitesi-Josan, qui est une des enfants des convois, qui a écrit 2 livres de témoignages formidables. Donc il y a tout ça qui peut être fait aujourd'hui et qui me met en confiance. Moi, je vais vous dire ce qui m'inquiète un peu plus, parce que je peux dire, ok, on se réapproprie notre histoire, c'est à nous de la raconter. Il n'y a plus de faculté d'histoire au Rwanda. Il n'y a plus de faculté d'histoire au Rwanda. Il n'y a plus de jeunes étudiants rwandais qui disent je vais faire des études d'histoire. Aujourd'hui, les jeunes étudiants en master ou en thèse qui travaillent sur le génocide des Tutsis du Rwanda, et ce sont des gens formidables, ce sont des Français, des Belges, des Canadiens. Et ça, pour moi, c'est un vrai... Et vous parliez du Nigeria, où je pense qu'il y a une réalité aujourd'hui aussi sur le continent africain, qui est aussi une conséquence de 30 ans de politique d'ajustement structurel, où à un moment donné, on a dit on n'investit plus dans l'université, on n'investit plus dans la santé, on investit dans le business, et où on a toute une jeune génération à qui on dit si tu veux réussir ta vie, tu fais ICT ou du business. Ça va arriver ici aussi, si on continue à détruire la santé et l'éducation. Nous, ça fait juste 40 ans que c'est comme ça. Et donc ça me préoccupe beaucoup plus finalement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'étudiants à l'université aujourd'hui au Rwanda qui travaillent sur l'histoire du pays. Voilà. Et la littérature, je pense qu'ils vont bientôt la fermer aussi si elle existe encore. Merci beaucoup parce qu'il y a quand même une note d'espérance dans la mesure où vous êtes là grâce à cet humanitaire de l'ONG Terre des Hommes. J'ai connu quelqu'un qui a été volontaire à Terre des Hommes, et puis donc le consul italien, et après qui se retire, et sa femme. Et alors, ils auraient pu, j'allais dire, passer leur chemin, mais grâce en gros à 2 personnes, 1000 enfants, dont vous, ont été sauvés. Par hasard, j'ai vu il y a une semaine, le film Une vie. Une vie, c'est un homme, un banquier londonien qui, en 1938 jusqu'en 1939, jusqu'à la déclaration de la guerre, et au moment de l'annexion de la Tchécoslovaquie par l'Allemagne, d'une partie d'abord, va, parce qu'il est à Prague, et se rend compte de ces milliers de personnes réfugiées, et va, avec 2-3 personnes, sauver 669 personnes, puisque le dernier convoi. Et je me dis finalement, on désespère souvent par rapport à tout ce mal, toute cette situation hyper inquiétante, je crois, en ce moment, et particulièrement avec une accélération. Et finalement, 2 ou 3 personnes ont permis que vous soyez là aujourd'hui. Alors pour moi, c'est un petit peu une note d'espérance quand même. Et merci. Oui, je vous remercie parce que vous incarnez en fait le témoignage pour moi, et c'est un témoignage au-delà de l'étude et de toute l'enquête que vous avez menée de manière extrêmement presque professionnelle. Vous êtes là, vous avez vécu ça et vous l'incarnez, et pour moi, personnellement, c'est absolument fondamental. Ça répond un petit peu à la question que cette petite jeune femme de 17 ans nous a posée, la question du témoignage. Elle est fondamentale. Moi, je suis fille de républicains espagnols, donc qui a vécu l'exode de l'Espagne républicaine, la retirada et tout ça. Et pour moi, il est fondamental aujourd'hui, mon père est mort il y a quelques années, donc j'ai l'âge que j'ai, de transmettre cette histoire par le témoignage que moi, j'en retire de la vie de mon père, de l'exil forcé de mon père. Et dans les classes, si les enseignants qui enseignent et qui enseignent des faits, qui ajoutent, qui cumulent donc des informations, en restent juste à cet aspect-là des choses, effectivement, c'est assez frustrant. Si ça s'accompagne, et c'est le cas dans un certain nombre d'établissements, du faire appel à des témoins, comme le font encore aujourd'hui quelques personnes qui sont des rescapés de la Shoah et qui le font encore aujourd'hui, et tant mieux, parce qu'ils vont tous disparaître et il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. L'importance du témoignage, parce que ce témoignage, c'est passer le relais. Passer le relais, c'est fondamental, quoi. Prendre ce témoignage. Si moi, je suis témoin de la vie de mon père et moi, je porte ce témoignage, je vais le porter aussi auprès de jeunes, plus jeunes que moi, qui vont assurer ce relais. Et ça, je trouve que c'est très important. Et donc, merci de ce que vous avez fait, de ce que vous êtes. Et vous savez, moi, un des premiers films que j'ai vu en arrivant en France,
m'avait beaucoup marqué, c'était Land and Freedom. Et j'ai même écrit une nouvelle, j'imagine une sororité comme ça entre une femme âgée qui a vécu la retirada et une jeune survivante rwandaise, en me disant que finalement, il y a une communauté d'expérience qui peut naître d'une génération à l'autre. De la même façon que moi, dans le livre, je raconte que je vais dans ce lycée pour la première fois, je vois une femme survivante de la Shoah, Evelyne Askolovitch, qui témoigne encore aujourd'hui. Et Evelyne, je la vois, elle est sur l'estrade et j'ai eu une fatigue immense en me disant, mon Dieu, mais ça veut dire qu'à son âge, je devrais encore être en train... Je lui ai dit, mais ça m'a fait peur en fait. Et en même temps, il y a des gens qui me disent, mais est-ce que vous croyez que dans 20 ans, dans 30 ans, dans 40 ans, il faudrait encore le faire ? Je dis oui, parce que je vois bien que ça n'a pas changé. Enfin, il faut être tout le temps dans cette vigilance-là, effectivement. Et j'ai envoyé mon livre à Evelyne, et puis elle m'a envoyé celui qu'elle vient d'écrire avec son fils Claude. Et oui, il y a cette transmission-là qui est très importante, ouais. Et en même temps, j'ai envie de dire, il faut quand même qu'on libère, parce que le recueil de poèmes que j'ai écrit, il y a aussi toute une réflexion autour de la maternité, de la transmission. Et on va peut-être finir par ça, sur qu'est-ce qu'on transmet à nos enfants. Vivre à présent. Regarder les belles choses et les enfants, et n'y voir rien d'autre que de belles choses. Nos enfants. Les épargner, les libérer de nos ennemis. Les photos, le passé sur un fil pendule léger. Ne rien investir, être désarrimé. Apprendre à désirer, apprendre un pas de danse, c'est quelque chose. Persister. L'amour n'est pas la pitié. Accepter le sommeil, l'abandon, conjuguer hier à demain, dans une langue réenchantée. Dégoupiller nos héritages. Dégoupiller nos héritages. Rincer les paupières, des nuits noires. Ne rien cacher, se balancer sur un fil. Les cicatrices ne sont pas un trophée. La vie s'altère si on n'y joue pas souvent. Sortir sur les boulevards, rire, boire, biaiser. Les lèvres s'usent si elles n'embrassent pas. Vivre au présent. Et c'est ça que je pense qu'il faut qu'on arrive à la fois à dégoupiller les héritages pour nos enfants, ne pas leur faire porter un fardeau trop lourd. Et ça n'est que si, c'est comme pour la crise écologique, si on fait le boulot déjà maintenant et qu'on leur demande pas de gérer tout ce qu'on n'a pas fait. Et ensuite, effectivement, si la transmission s'est bien faite, et je pense que c'est votre cas, madame, vous pourrez à votre tour prendre le relais et le flambeau. Merci beaucoup, Beata. Merci à vous. Vous venez d'écouter Beata Oumoubiéyi-Mérès, autrice du récit Le Convoi, paru aux éditions Flammarion, lors d'une rencontre à la librairie Ombre Blanche, samedi 2 mars 2024. Beata Oumoubiéyi-Mérès a aussi fait paraître Tous les enfants dispersés, prix des 5 continents de la francophonie, Consolé, prix Kuruma en 2023, Après le progrès, recueil de poésie, aux éditions La Cheminante, et Culbuter le malheur, aux éditions Mémoire d'Encrier, collection Poésie. Réalisation et mise en onde, Radio avec Radio Plus et Radio Terre.